Il y a 25 ans, 3 chercheurs fondaient l'IRIS, un institut de recherche animé par des valeurs de gauche, avec l'objectif de faire contrepoids au discours de droite et en faveur du libre marché qui dominait alors les discussions sur l'économie et les finances publiques. Dans ce balado, nos chercheurs et chercheuses se penchent sur la transformation du paysage social et économique au cours de ce quart de siècle, sur le rôle que l'IRIS a joué dans le débat public et dressent un bilan des défis à venir alors que la droite s'installe au pouvoir un peu partout en Occident, y compris au Québec. Je m'appelle Camille Legauthieu, je suis responsable des communications à l'IRIS. Et moi, c'est Julia Posca, je suis chercheuse à l'IRIS et vous écoutez Comprendre l'économie et la transformer. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Faut qu'on travaille plus. Si on travaille plus, si on est plus productif, on va créer plus de richesses. On est très attaché à l'équilibre budgétaire. C'est pas un détail, l'équilibre budgétaire pour nous. On réclame l'équilibre budgétaire, on réclamait l'équilibre budgétaire, on le réclame encore. Le locataire qui veut faire ça, il faut qu'il investisse en immobilier puis qu'il prenne les risques qui vont avec aussi. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Alors, on est ici pour notre 5e et dernier épisode de la balado et on aimerait ça clore cette aventure avec un épisode qui va nous amener en fait à parler davantage à se tourner vers l'avenir puis à parler davantage de ce sur quoi l'IRIS pourrait travailler dans les prochaines années en termes de recherche. Plus spécifiquement, en fait, on est ici pour parler de qu'est-ce que ce serait une économie post-capitaliste, donc qui est organisée selon des principes qui ne sont pas capitalistes, comme c'est le cas actuellement. Et donc, ça va être l'occasion notamment de parler de planification démocratique de l'économie, mais aussi de vous partager nos réflexions, notamment sur l'autogestion, qui est le mode d'organisation qu'on s'est donné à l'IRIS, puis qui est une des composantes de ce que peut être une économie plus démocratique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que ce balado-là, en fait, c'est un projet auquel on a pensé dans le cadre des 25 ans de l'IRIS. Donc, 2025, c'était l'anniversaire de notre institut de recherche. Et en fait, ça a aussi été l'occasion de faire une campagne de financement pour financer notamment des projets comme celui-là. Donc, si jamais vous aimez ce que vous entendez puis que vous avez envie de soutenir notre travail, les gens vous pouvez le faire, en fait, en faisant un don ou en devenant membre même de l'IRIS. Donc, il y aura un lien là, dans l'épisode pour faire cela. Donc, aujourd'hui, je suis avec 2 personnes pour parler du post-capitalisme. Audrey, je te laisse te présenter. Bonjour, merci de l'invitation. Je m'appelle Audrey Lorrain-Lamotte et je suis professeure agrégée au département de sciences sociales à l'Université York et je suis aussi chercheuse associée à l'IRIS. Oui, tu es avec nous depuis, collabores avec nous depuis quand même plusieurs années maintenant. Merci d'être là. Et Guillaume? Bonjour, merci aussi de l'invitation. Très heureux d'être ici. Donc, Guillaume Tremblay-Boilly, chercheur à l'IRIS. J'ai travaillé sur plusieurs choses, mais entre autres, le revenu viable, l'accès à la santé et le gaspillage alimentaire. Mm-hmm, oui, parce qu'on se rappelle qu'à l'IRIS, on est souvent, on est appelé à travailler sur plein de sujets. Voilà. Aujourd'hui, donc, je l'ai dit, on va parler, on va un peu se projeter, mais avant de faire ça, peut-être un peu de mise en contexte quand même. C'est-à-dire que, depuis les débuts de l'IRIS, puis on en a parlé dans les autres épisodes, l'IRIS s'est beaucoup constitué pour réagir notamment au néolibéralisme, aux politiques néolibérales, aux idées néolibérales qu'il y avait dans l'espace public, puis notamment à la conception aussi néolibérale de l'État, de l'action du gouvernement. Et cette approche-là, néolibérale, où est-ce qu'on mise sur le tout au marché, puis où l'État est là pour créer justement ces marchés-là où les entreprises vont pouvoir, soi-disant, faire prospérer la richesse. Elle est beaucoup contestée, en fait, depuis quelques années, mais alors que l'IRIS et d'autres mouvements sociaux, notamment, contestaient le néolibéralisme d'un point de vue de gauche et d'un point de vue progressiste puis de justice sociale, là, c'est une critique qui arrive de la droite.
Puis ça, on l'a vu beaucoup, notamment depuis la pandémie. Même, on pourrait dire un petit peu avant, avec 2017, la première arrivée au pouvoir de Donald Trump, 2016-2017. Donc, la montée d'une droite comme ça qui est critique du libre-échange, puis qui arrive avec une vision aussi du protectionnisme, donc un discours qu'on n'entendait plus depuis un bout de temps, ou en tout cas surtout pas de la droite. Donc, il y a comme une reconfiguration du discours économique. Puis après la pandémie, il y a évidemment eu aussi toute la poussée inflationniste qui, justement, a déstabilisé l'économie, puis a amené aussi beaucoup de soit dirigeants politiques ou de commentateurs à droite à, encore une fois, critiquer l'économie puis le modèle néolibéral, notamment. Donc c'est un peu dans ce contexte-là où l'IRIS a aussi été appelé à, finalement, se repositionner en quelque sorte, et intervenir sur notamment le thème de, justement, l'interventionnisme de l'État. Évidemment, la pandémie, c'est un contexte de crise, et donc un contexte où, à la fois, on a vu l'État intervenir, parce que c'est toujours ça que fait l'État capitaliste en temps de crise, en aidant les ménages, mais aussi en aidant beaucoup les entreprises, surtout au niveau de l'État québécois. Et donc, on a vu, mais on voyait, c'est comme si tout d'un coup, on redécouvrait le potentiel de l'État, le potentiel de son intervention dans l'économie. Puis en même temps, on voyait aussi les faillites du modèle québécois, notamment du modèle canadien actuel avec, je pense à l'assurance-emploi, les lacunes de ce modèle-là. Donc, bref, on voyait, c'est ça, on a été amené à intervenir là-dessus. Puis c'était comme, c'est ça, c'était à la fois donc intéressant parce que justement, c'est l'occasion de rappeler finalement ce rôle que peut avoir l'État-là, et pas juste en temps de crise, mais peut-être à le penser aussi au-delà finalement des périodes de crise. Donc, justement, tu sais, comme ces leviers-là, c'est quoi, dans le fond, les leviers qu'a l'État pour intervenir dans l'économie? C'est une vaste question, là, peut-être, pour commencer, mais juste... Oui, effectivement, en fait, disons que surtout à partir du début des années 1980 jusqu'à la crise de 2008, le néolibéralisme était associé essentiellement à de la privatisation, de la marchandisation aussi, un discours autour de la compétitivité du secteur public, du secteur privé, en fait, qui serait donc plus efficient que le secteur public dans l'offre de services et aussi la production de certains biens. Et comme tu l'amènes, Julia, effectivement, avec la pandémie et le retour du protectionnisme à l'international, on cherche à redéfinir le rôle de l'État. D'abord avec des relances davantage tournées vers des dépenses militaires. On se fie moins sur l'État aussi comme levier de transition écologique aussi. On le voit surtout avec le nouveau budget de Carney. Donc, une relance, disons, plus autoritaire chez la droite pour répondre à une certaine lecture des problèmes issus de l'extrême droite ou enfin des électeurs, des électrices qui seraient tentés par cette option. En même temps, il faut faire attention de ne pas associer ces politiques-là à des politiques keynésiennes au sens où Keynes les pensait lui-même. C'est-à-dire qu'après la crise de 1929, dans les années 1930, on avait un État qui était vraiment un État entrepreneur, employeur. Keynes parlait, par exemple, d'un État qui serait l'employeur de dernier recours. On a construit aux États-Unis, entre autres, mais aussi au Canada, des parcs nationaux pour relancer une économie. Et quand on fait appel, en fait, et même sous les années de Justin Trudeau, donc avant la pandémie, quand on fait aujourd'hui appel à l'État, c'est sous la forme de subventions pour stimuler le secteur privé, en fait. C'est sous la forme de soutien
qui va enrichir d'abord les entreprises privées. C'est pas du tout ou pas tout à fait, en tout cas, ce que Keynes avait en tête. Et donc, il faut faire attention aussi de quelle manière on fait ou quel rôle on fait jouer à l'État dans ce type de relance-là. Et à mon avis, c'est parce que l'État n'était pas assez entrepreneur qu'il n'a pas pu régler les problèmes liés à l'inflation qu'on a vu suite à la pandémie. Parce que la pandémie a créé d'abord un bris dans la chaîne d'approvisionnement internationale. Il y a des conflits internationaux qui sont liés au rôle impérialiste du Canada aussi, qui font en sorte qu'on est associé aux États-Unis et qu'on a nous-mêmes aussi des politiques qui sont peut-être contraires à l'esprit international ou à l'esprit humaniste auquel on associe le Canada habituellement. Et donc, d'une part, l'inflation est liée alors à ces bris dans les chaînes internationales d'approvisionnement, mais également liée à la crise climatique. Donc, quand on pense au prix, là, par exemple, de la nourriture, du transport, etc., c'est souvent lié à la fois aux problèmes environnementaux liés à la crise écologique et aussi à notre dépendance à l'industrie fossile dans le transport. Et finalement, on a aussi le logement. Donc, si on avait un État, disons, plus porté sur des politiques progressistes, on aurait pu imaginer des mesures très, très ciblées qui vont, en fait, atténuer l'inflation en général. Donc, je dirais qu'on est un petit peu, là, en tout cas, au moins dans ces deux, dans un contexte qui est caractérisé, en fait, par ces deux dimensions là, actuellement. Oui, on l'a vu avec les chèques qui ont été distribués aux ménages, plutôt que de dire, OK, on voit bien avec la pandémie, par exemple, les défauts de notre système de santé ou la désuétude de nos infrastructures publiques comme les écoles puis le manque de ventilation. Mais là, plutôt que d'investir dans des politiques comme ça plus structurantes, on est allé vers des aides aux ménages finalement. Puis bon, aide évidemment aux entreprises, là, comme tu l'as dit, alors que ça aurait été l'occasion de lancer des grands chantiers pour... Oui, tout à fait. L'inflation affecte directement les ménages. Donc, un réflexe un peu simpliste, c'est de dire on va donner de l'argent aux ménages, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose si on cible les bons ménages, si on vise d'abord et avant tout ceux qui ont besoin de soutien. Donc, on aurait pu miser sur les programmes qui existent déjà, comme rehausser les prestations d'assurance-emploi, rehausser les prestations d'aide sociale. Pour les personnes sur l'aide sociale, on sait que l'aide sociale en ce moment, c'est environ le quart ou le tiers du revenu viable. Donc, c'est loin d'être suffisant pour s'en sortir. Donc, on aurait pu vraiment soutenir les personnes qui en ont le plus besoin en misant sur les programmes qui existent déjà ou encore en misant sur le fait, par exemple, de geler ou même réduire les tarifs des services de garde, instaurer des repas gratuits dans les écoles pour l'ensemble des enfants, réduire les tarifs du transport en commun. Tout ça, c'est des choses qui auraient aidé les gens à faire face à l'inflation, puis qui auraient été beaucoup plus ciblées que les mesures qui ont été mises de l'avant par le gouvernement Legault. Oui, c'est ça. La crise a révélé donc plusieurs des défauts de l'économie capitaliste, des économies mondialisées aussi. Bon, tu as parlé des chaînes d'approvisionnement, c'est ça. On a vu comment finalement certains biens essentiels, on dépendait de d'autres pays pour les avoir. Puis donc, il y avait ces lacunes-là, puis il y avait, d'autres, en tout cas, plusieurs défauts. Et là, c'est dans ce contexte-là qu'on voit la critique par la droite, puis une critique... on va dire, autoritaire là, du libre-échange notamment, qui est venu, entre autres, évidemment, des États-Unis. Au Canada, au Québec, on a vu, davantage les gouvernements être dans une espèce de réflexe de non, au contraire, de vouloir protéger, finalement, ce modèle-là du libre-échange. Puis là, OK, on va nouer des nouveaux des échanges avec... on va raffermir nos liens avec d'autres pays, puis on voit tant l'État canadien que québécois vouloir se relancer dans des projets extractivistes. Donc, c'est comme si on n'avait pas appris les leçons que la pandémie nous avait données, puis tu l'as un peu mentionné, là, mais c'est ça, on voit
notamment le gouvernement Carney, oui, avec ses projets sur les grands projets d'intérêt nationaux, là, ou je ne sais plus comment ils les appellent, mais donc on est vraiment dans une logique, c'est ça, d'extractivisme, alors qu'on aurait pu finalement profiter de cet événement exceptionnel-là pour dire non, bien peut-être que là, c'est l'occasion d'aller dans une autre direction, mais là, fait que c'est un peu une occasion manquée à ce niveau-là. Oui, je trouve que c'est pour cette raison-là que j'ai parlé un petit peu de relance capitaliste autoritaire. C'est qu'en fait, on aurait l'occasion de diversifier l'économie canadienne, de repenser les services publics, de les élargir, d'opérer en fait une transition écologique, socio-écologique qui est juste pour tout le monde. Et malheureusement, là, on a un resserrement du spectre des soucis ou disons des priorités qui est essentiellement autour des investissements militaires et de ce que le Canada est vu à travers le monde, c'est-à-dire donc une terre de ressources, en fait, de minéraux rares, de minéraux critiques. Et donc, oui, il y a probablement une volonté dans le gouvernement fédéral actuel, et je dirais que la CAQ aussi en profite, étant donné que la filière batterie bat de l'aile, c'est le moins qu'on peut dire, de relancer finalement l'économie autour de l'économie de guerre et de faire passer aussi des projets extractivistes sous l'aile de la défense, ou en tout cas d'un petit peu, disons, brouiller les frontières là, entre les projets d'intérêt nationaux et le budget de la défense que le Canada souhaite donc augmenter à 5% là, du PIB, ce qui est astronomique, en fait. Donc, on n'aurait jamais imaginé que les gouvernements, dans les dernières années, auraient été capables d'engranger, finalement, des investissements d'une telle importance. Et c'est de voir qu'en fait, on est capable, finalement, de se doter de moyens et de projets d'envergure. Malheureusement, évidemment, on doit déplorer que ce ne soit pas fait pour la transition socio-écologique, mais que ça soit donc dans une logique militaire et dans un contexte de crise géopolitique. Oui, c'est fascinant et troublant de voir que le réflexe des gouvernements au Canada face au protectionnisme de Trump, c'est de faire une défense aveugle du libre-échange, alors qu'en réalité, il y a encore des très bonnes raisons de critiquer le libre-échange. Le libre-échange a fait disparaître des emplois industriels bien payés qui soutenaient, entre autres, les régions un peu partout au Québec et au Canada. Le libre-échange a réduit l'autonomie des pays pour toutes sortes de biens essentiels. On a vu, par exemple, la course effrénée pour obtenir des masques pendant la COVID parce que la plupart des pays occidentaux n'avaient plus la capacité de fabriquer des simples masques. On le voit aussi avec l'alimentation où notre économie agroalimentaire est beaucoup orientée vers l'exportation et l'importation, puis ça fait en sorte que nos aliments font des centaines, voire dans certains cas des milliers de kilomètres. Donc, il y aurait vraiment, en réaction aux politiques de Trump, on pourrait voir ça comme une occasion de réaliser la transition écologique en relocalisant une partie de la production, entre autres la production alimentaire, mais aussi dans plusieurs autres secteurs. Puis c'est pas du tout ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que le gouvernement Carney et le gouvernement Legault ont misé sur une relance des exportations, comme si on pouvait maintenir l'économie québécoise et canadienne sous une cloche de verre, juste dire comme, OK, bien, dans le nouveau contexte, on va continuer à faire exactement la même chose qu'on a toujours fait, c'est-à-dire exporter des voitures et du pétrole et des ressources naturelles non transformées, plutôt que de se dire qu'on pourrait miser sur la transformation locale, puis l'approvisionnement local, et aussi on exporte parce qu'on a besoin d'importer.
On n'exporte pas juste pour le fun, alors que souvent les gouvernements ont tendance à voir l'exportation comme quelque chose de fondamentalement bien en soi, alors que si on exporte, c'est essentiellement parce qu'on a besoin d'importer certaines choses. Mais si on réduit nos besoins d'importation en produisant davantage localement, ben notre dépendance aux exportations devient moins grande par le fait même. Oui. Donc, c'est ça, l'État pourrait jouer un autre rôle que simplement distribuer des subventions pour les entreprises privées, puis favoriser des marchés, l'exportation vers des marchés extérieurs. Pendant la pandémie, c'est justement quelque chose qu'à l'IRIS, on a rapidement voulu faire intervenir sur ce terrain-là, de dire on peut faire un autre État est possible, pour reprendre... une expression, détourner une expression du début des années 2000, quand l'IRIS avait été fondée. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a publié pour la première fois une note sur la planification démocratique. Parce que, et donc là, je veux qu'on commence à parler un petit peu plus concrètement de ça, de cette idée-là. Qu'est-ce que c'est donc qu'est-ce qu'on entend par planification démocratique? Et les deux mots sont importants. On a publié, donc je l'ai dit, c'est toi avec Mathieu Dufour. Vous avez donc publié un projet de planification démocratique pour le Québec. Bon, en gros, ça consistait à proposer une politique de revenus, donc un mécanisme pour couvrir les besoins de base de toute la population. Une proposition sur les investissements, comment utiliser les institutions financières existantes au Québec pour financer une transition écologique, puis l'enjeu de la production. Donc, comment est-ce en fait, c'est l'idée de créer des entreprises démocratiques pour décider finalement collectivement quels sont les besoins essentiels, comment on y répond. Peux-tu nous expliquer un petit peu rapidement cette proposition-là qui est quand même ambitieuse, là? Oui, effectivement, c'était un exercice d'imagination, mais en même temps un exercice aussi très positif de penser aux leviers qui existent actuellement au Québec qui nous permettent de réorienter l'économie sans qu'on soit nécessairement toujours dans une critique de l'État ou dans une volonté de transformer l'État, mais que l'État est un levier parmi d'autres, dont la Caisse de dépôt et placement. On peut penser aussi au réseau des Caisses des Jardins, par exemple. On peut penser aussi aux organismes qui s'intéressent au développement de l'économie en région, donc les anciens conseils régionaux de développement économique qu'on pouvait trouver un peu partout sur le territoire québécois pour répondre en fait aux besoins de base de la population du Québec. Guillaume l'a mentionné, on est par exemple, en ce qui concerne l'alimentation, on exporte 70% de la production de porc du Québec. Donc, on a là vraiment une industrie très importante qui répond pas nécessairement aux besoins de la population, qui crée des emplois. Alors, comment on part de là et qui finalement, on réussit à créer ou à maintenir des emplois qui ont une signification et qui, finalement, viennent répondre à un besoin de diversification et de résilience pour l'économie. Alors, si on se penche sur les entreprises privées, ce qu'on avait suggéré, en fait, c'était de convertir les entreprises lucratives en organisation non lucrative. Concrètement, si on pense à une compagnie qui fabrique des médicaments, par exemple, pour la personne qui tient à son emploi puis qui trouve une signification à développer des médicaments pour soigner des gens, on est convaincu que cette personne va être aussi heureuse dans un milieu de travail où on ne cherche pas à faire des profits, mais où on cherche à répondre à un besoin et que ces besoins-là ont été démocratiquement élaborés, discutés, décidés. La planification, elle existe dans les économies non capitalistes et elle existe dans l'économie capitaliste. Donc, l'idée d'une planification démocratique, c'est de de l'idée de planification telle qu'elle a eu lieu en URSS, donc dans un contexte autoritaire, et aussi de s'éloigner de ce que les grandes entreprises font comme planification économique, c'est-à-dire, en fait, développer des outils
pour prédire la demande, pour prédire le comportement des consommateurs, des consommatrices à l'aide d'études de marché, d'études en psychologie, de recherche et développement, de marketing, de publicité, etc. Donc, on parle aussi d'une sorte de planification, en fait, à l'intérieur même là, du système capitaliste. Et donc, c'est à la fois contre ce qui s'est passé en URSS et contre cette planification qu'on pourrait dire aliénée, qu'on a développé l'idée, pas seulement nous, mais un ensemble de chercheurs, de chercheuses à travers le monde s'intéressent à cette question de la planification démocratique. Donc, à partir de nos quartiers, à partir des communautés, des besoins aussi par région, on a souvent caractérisé les régions du Québec comme des régions ressources, par exemple, où on a cherché dans des gouvernements, disons, plus néolibéraux à finalement les spécialiser autour de leurs ressources spécifiques. Et donc, ça rend ces régions extrêmement vulnérables aux chocs économiques, aux transformations économiques, etc. Donc, comment on peut répondre finalement aux besoins de ces populations en leur donnant ou si vous voulez, en diffusant et en décentralisant les décisions économiques qui sont actuellement prises là, par l'État québécois. Par exemple, la Caisse de dépôt pourrait être utilisée pour financer des projets régionaux de diversification, de développement économique, parmi lesquels ou à travers lesquels il y aurait des processus démocratiques. Mm-hmm. Oui, donc en fait, la planification démocratique de l'économie, ça touche un peu à toutes les dimensions de l'économie. Donc, l'investissement, qu'est-ce qu'on choisit finalement d'utiliser des fonds publics ou des fonds collectivisés on les met dans quel endroit, c'est quoi nos priorités, la production, comment on va produire les biens, les services dont on a besoin, la consommation aussi, tout l'enjeu de créer finalement, démarchandiser certains biens, on va y revenir, mais donc pour qu'on ne soit pas obligé de passer par le marché pour se procurer certains biens. Et tu l'as dit aussi, tout ça, la clé, ou enfin, une des aspects importants, c'est aussi la question de qui prend les décisions sur chacun de ces aspects-là. Puis c'est là la dimension démocratique. On veut que la planification soit pensée par... à la fois les travailleurs, les travailleuses, mais aussi par la population en général pour que, justement, on identifie les bons besoins puis qu'on y réponde et non plutôt que de, créer d'avoir des entreprises qui sont là pour répondre à des besoins fabriqués par le marketing, là, pour reprendre un peu ce que tu disais. Mais donc... et ça, comment dire, c'est une planification qui peut se faire, qui idéalement se ferait à différentes échelles, en fait. Donc, oui, à l'échelle, on a parlé là, beaucoup depuis le début de l'État, parce que l'État peut, puis a des leviers pour justement pour faire cette planification-là, mais c'est pas juste au niveau de l'État, c'est aussi à l'échelle des organisations, des entreprises qu'on peut avoir aussi une organisation qui est plus démocratique. Puis bon, t'en as parlé en fait, t'as abordé cette question-là, Guillaume, dans des articles, notamment là, sur le site de l'IRIS, toute la question des usines récupérées, par exemple, qui offrent donc de ces usines qui ont été reprises par leurs travailleurs, puis là, on change le mode de gestion de l'entreprise, puis on change la vocation même de l'entreprise pour répondre à des besoins. Là, c'est intéressant comme exemple pour plus concret de planification démocratique. Oui, tout à fait. En fait, je pense que dans le capitalisme, Audrey l'a bien expliqué, les décisions sont prises essentiellement par les propriétaires, les actionnaires et les gestionnaires, et les gens qui travaillent concrètement sur le plancher sont considérés comme des simples exécutants, alors que dans les faits, les gens connaissent leur métier, savent ce qu'ils font, ils ont toutes sortes de réflexions pour améliorer les choses ou pour carrément changer les manières de faire, mais tout ça, ça n'a pas nécessairement l'occasion de s'exprimer dans le modèle actuel, alors que si on démocratisait l'ensemble des entreprises, on pourrait profiter
de cette intelligence collective-là, profiter de ce savoir-là. Puis il y a eu des cas super intéressants où ça s'est fait dans l'histoire. Par exemple, en Angleterre, il y a eu, dans les années 70, des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale, une compagnie qui s'appelait Lucas Aerospace, qui produisait essentiellement de l'armement pour l'armée britannique. Mais à l'époque, il y avait une baisse des dépenses militaires, donc les employés craignaient pour leurs emplois. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont les syndicats, puis ça, c'était, tu sais, il y avait une quinzaine d'usines différentes sous l'égide de cette entreprise-là. Donc, il y avait plusieurs syndicats qui se sont coordonnés, qui se sont rencontrés pour faire un grand processus de consultation auprès de l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Puis, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le Lucas Plan, le plan Lucas. Puis, le plan proposait toutes sortes de choses que les travailleurs et les travailleuses de ces usines-là pourraient faire à la place de créer des armes. Donc, c'était une manière de démilitariser la production. Puis, il y avait toutes sortes d'idées novatrices, vraiment, vraiment intéressantes, des idées précurseurs, des choses qui existent aujourd'hui, mais qui n'existaient pas du tout à l'époque. Ils ont proposé, par exemple, de faire des éoliennes. Ils ont proposé de faire des voitures hybrides, de faire aussi des trains-bus, donc des wagons, en fait, qui deviennent des autobus. Comme ça, quand c'est une ligne de chemin de fer entre les grands centres, mettons, mais pour aller dans les petits villages, tu as seulement des routes, donc ton train devient un bus. Donc, toutes sortes d'idées comme ça. Puis c'était tout à partir de choses qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire avec les installations qui existent. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de ce qui peut se faire quand on met à profit justement le savoir des gens concrètement en démocratisant les lieux de travail. Mm-hmm. Puis l'idée de planification comprise, c'est ça, de manière démocratique, puis aussi comprise comme un processus dans un contexte de nécessaire transition écologique, c'est aussi de justement pas attendre qu'il y ait une crise, pour finalement changer, prendre une autre direction pour l'économie, parce que si on attend que cette crise, donc la crise écologique devienne trop importante, on va être obligé de faire finalement des choix, sûrement des mauvais choix en fait, puis des choix surtout qui malheureusement ne tiennent pas compte finalement des besoins de la population. Donc c'est ça, c'est aussi de se dire, on est déjà en train de subir en fait les conséquences de cette crise écologique-là. Donc, il faut commencer dès maintenant à planifier autrement. Audrey, tu as aussi, avec Simon Tremblay-Pepin puis Frédéric Legault, publié un livre là, qui s'appelle « Construire le post-capitalisme » où finalement vous présentez justement différents économistes qui s'intéressent à ces questions-là, tu sais. Qu'est-ce que ça fait justement un économiste qui pense au post-capitalisme puis aux manières d'organiser l'économie autrement? Oui, je dirais qu'un économiste qui pense au post-capitalisme va répondre d'une manière qui va dépendre de deux choses. Les critiques qu'il adresse en fait à l'URSS, à l'économie planifiée autoritaire de l'URSS, et les critiques qu'il adresse au capitalisme. Donc, il y a certains modèles qui vont tenir, qui vont vouloir poursuivre dans un mécanisme de marché, d'offre et de demande. Par exemple, Amazon, Walmart ont la capacité, les données, de mesurer les besoins, peuvent, par exemple, savoir exactement quelle quantité de pâte à dents on utilise sur un an, quelle quantité de papier de toilette on utilise sur un an, comment les ménages répondent à leurs besoins de base. Donc, ça, c'est des données qui sont extrêmement importantes. Et si, donc, on socialisait, en fait, ces entreprises, on pourrait, en fait, avoir accès à des données en temps réel sur ce qui se passe.
Je dirais que la question du marché, c'est une des questions qui est au cœur des débats dans l'économie, dans la planification démocratique. L'autre question, c'est la démocratie en elle-même. On a des auteurs, des autrices qui sont plutôt portés vers une démocratie directe, inspirée vraiment de la Grèce antique, où il n'y a pas de délégation de pouvoir. Si on a des délégués, c'est des délégués qui portent la voix de l'entièreté des personnes qui se sont exprimées. Il y a des formes démocratiques plus radicales, plus à l'écoute des personnes plus marginalisées, par exemple. Donc, des démocraties qui vont fonctionner non pas juste sur le droit de vote où la majorité est exprimée à 50% plus 1, mais la recherche de consensus aussi. Donc, la recherche de consensus qui arrive par la prise en compte des oppositions, des contre-arguments pour arriver finalement à répondre aux besoins puis aux soucis de chaque personne qui s'est exprimée. Donc, il y a des cultures démocratiques qui sont à développer, qui existent dans certains milieux, des milieux de travail non conventionnels qu'on a tendance malheureusement à oublier parce que nos transactions économiques prennent tellement de place à travers l'utilisation de la monnaie que ça cache en fait le fonctionnement des entreprises ou des entités avec lesquelles on fait affaire. Donc, par exemple, on ne sait pas s'il s'agit d'un organisme à but lucratif ou sans but lucratif nécessairement. On peut louer des locaux, par exemple, découvrir qu'il s'agit d'une coopérative de travailleurs. Donc ces organisations du travail non standard peuvent prendre des décisions beaucoup plus démocratiques que d'autres. Alors, parmi les débats qui traversent le champ de la planification économique, il y en a certains qui vont plutôt défendre l'idée qu'il faut des experts et que la population devrait se référer à des experts. Ou déléguer certains pouvoirs, par exemple à des personnes qui sont capables de modéliser mathématiquement l'offre et la demande. Ce qui fait consensus maintenant à travers les débats sur la planification démocratique, c'est évidemment les limites planétaires. Et tous les modèles qui sont présentés ne sont pas nécessairement aptes à intégrer les limites planétaires, une quantification ou un souci écologique. Il y en a certains qui sont plus adaptés que d'autres, disons, pour répondre à cet impératif, en fait. Parce que si on veut planifier démocratiquement l'économie, oui, on veut le faire pour les humains, mais je pense que c'est devenu une réponse nécessaire, en fait, par rapport à la crise écologique. Bon, t'as comme il y a plein de choses que tu as évoquées qui sont, c'est super intéressant, puis ça, en fait, mais ça souligne en même temps, ça met en évidence peut-être les défis qui sont liés quand même à cette planification démocratique, puis il y en a beaucoup, puis peut-être on pourrait, j'aimerais ça vous amener là-dessus un peu, parce que ça pourrait aussi être des pistes de recherche, en fait, pour les risques, des choses sur lesquelles ce serait intéressant de publier parce que voilà, c'est le principe, on y adhère, mais après ça, comment on le met en application, ça peut être plus, c'est ça pose plusieurs défis, tu sais, puis je pense, par exemple, la question de l'autogestion, donc, gérer ensemble une entreprise, une organisation, une institution. Évidemment, il y a... je l'ai dit en introduction, c'est le choix que l'IRIS a fait depuis le début. On est une petite entreprise de 10 personnes, mais qui, donc, en autogestion. Donc, ça veut dire que, comme beaucoup de gens, quand ils appellent puis qu'ils veulent parler au directeur ou à la directrice de l'IRIS, on leur dit, non, il n'y en a pas, désolé. Donc, on n'a pas de boss. Mais ça pose, des défis, notamment celui de l'échelle. Quand une équipe grossit, la question de la division du travail, de la spécialisation de certaines tâches se pose. Puis c'est un enjeu parce qu'en même temps, si on veut que ce soit démocratique, on veut que tout le monde participe à la prise de décision, mais on ne veut pas non plus passer notre journée à faire des réunions. Fait que c'est quand même c'est un gros défi, l'échelle.
Ouais, c'est Ben ça. oui, vraiment. Ben oui, en fait, à l'IRIS, on est en autogestion. On est une équipe de 10 au bureau et on a tous le même salaire. Peu importe notre fonction, peu importe notre ancienneté, peu importe ce qu'on fait. On s'assure aussi d'avoir un certain partage des tâches. Donc, tout le monde participe à la gestion collective. Donc, tout le monde est quand même au courant des... Bon, il y a une certaine spécialisation pour certains trucs, mais on s'assure que tout le monde est au courant et tout le monde participe aux décisions sur presque à peu près tous les aspects. Puis la question du temps est vraiment fondamentale. Je pense que souvent, on a l'idée qu'une direction, une direction autoritaire, finalement, c'est plus efficace, on sauve du temps, on prend une décision, on y va, go. C'est souvent ce qu'on entend dans le discours public. Je pense que c'est une erreur, en fait. Je pense que c'est parce qu'on prend en compte, peut-être qu'on sauve du temps au moment spécifique de la prise de décision, mais ensuite, la décision n'est pas nécessairement éclairée, n'est pas nécessairement juste. Donc, ensuite, en aval, il y a de la résistance, la décision est difficile à appliquer, il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte. Donc, finalement, on se retrouve à passer plus de temps sur la question. Alors que quand on décide collectivement, si on le fait bien, on prend en compte tous les aspects d'une question, puis on le fait à partir de différents points de vue aussi. Parce qu'on s'entend souvent, les gens qui s'imaginent qu'un boss qui prend les décisions, ça va vite, ils s'imaginent la figure d'un espèce d'homme blanc là, qui serait expert, puis qui saurait tout, puis alors que justement, souvent, ce qu'on constate, c'est que cette personne-là, elle ne va pas prendre en compte les besoins des personnes plus marginalisées, des femmes, des personnes immigrantes, etc. Puis ça va se refléter ensuite dans l'application de la décision, alors que quand on décide collectivement, ça prend peut-être plus de temps au début, mais on sauve du temps en bout de parcours. Puis aussi, c'est un apprentissage collectif. Au début, ça prend du temps, mais à un moment donné, quand on le pratique, on devient efficace. Puis là, ça fait que on a des procédures qui sont mises en place, puis on prend des décisions rapidement, puis on sait comment discuter intelligemment puis efficacement pour arriver à une décision collective qui a du sens. Il y a aussi la question de la bureaucratie. Hein? Tu as évoqué tantôt l'Union soviétique. Puis bon, quand on parle de planification, on pense à l'Union soviétique, puis on pense à la bureaucratie. Puis là, on se dit ça, c'est le système le moins efficace au monde. Donc, faut surtout pas aller là. Puis bon, on est d'accord que on n'est pas... Je veux dire, l'efficacité, c'est bien, là, en quelque part, ou en tout cas. Bon, le problème, c'est qu'en fait, il y en a plusieurs. Là. D'une part, c'est qu'on est dans des... ça fait longtemps qu'on est, en fait, on n'est pas dans un régime soviétique et pourtant, on est dans des économies qui sont très bureaucratisées et depuis longtemps. Puis, et on est un État qui est aussi très bureaucratisé, mais entre autres, beaucoup depuis une trentaine d'années à cause de réformes importées de l'entreprise privée qui ont fait en sorte que, justement, il y a beaucoup plus de reddition de comptes, notamment, puis de hiérarchie dans l'organisation des services publics qui amène justement toute une lourdeur bureaucratique. Et donc, en fait, la démocratisation de l'économie, ça pourrait aussi être, en fait, c'est aussi une... c'est-à-dire, il y a une critique à faire, justement, de la bureaucratisation telle qu'on la connaît, là, tu sais, dans un endroit comme le Québec, puis quand on prend l'État québécois. Et donc, il y aurait comme une manière de... Parce que la critique de la bureaucratie, elle vient de la droite, alors qu'à gauche aussi, on devrait, en fait, prendre acte de cette critique-là, puis de la lourdeur que ça peut amener jusque, tu sais, dans nos vies personnelles, quand on doit finalement faire affaire avec cette machine-là bureaucratique. Donc, il y a une critique à faire à gauche, mais qui serait de dire, en fait, si on veut s'éloigner de ce modèle-là, c'est, encore une fois, c'est en décentralisant et donc c'est en ramenant finalement la prise de décision à l'échelle des
des travailleurs, des travailleuses, encore une fois, puis des citoyens, des citoyennes. Donc, il me semble que là, il y a un terreau fertile aussi pour de la recherche, finalement. Tu sais, comment on décentralise la prise de décision, comment rendre nos institutions publiques plus démocratiques. Effectivement, je dirais qu'à la fois dans les entreprises privées et dans les entités étatiques, il y a une proportion de cadres versus travailleurs, travailleuses qui est très importante à la faveur des cadres. Il y a, comme tu le dis, une chaîne de distribution de décisions et de mécanismes de reddition qui semble être nécessaire, mais il faut se rappeler que, par exemple, dans les ordres professionnels, il y a des mécanismes entre pairs aussi qui permettent la réflexion des personnes qui travaillent ensemble ou qui exercent le même métier, de faire une autocritique et de porter des réflexions, d'évaluer les pairs. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir des cadres pour finalement avoir des décisions plus éclairées ou plus efficaces, d'une part. Et ça m'amène à penser à la réallocalisation, en fait, des occupations, des fonctions que les gens exercent là, dans notre société actuelle, parce que si on veut planifier démocratiquement notre économie, effectivement, il y a un besoin de développer notre capacité à prendre des décisions en équipe, à travailler sur l'écoute active, la communication non violente, à se doter d'outils, finalement, pour accélérer les processus de prise de décision, tout en respectant, finalement, les parcours spécifiques de chaque personne. Mais il y a aussi, dans notre économie actuellement, énormément de ressources humaines qui sont dépensées pour faire rouler le capitalisme, en fait. Tu sais, donc, les avocats en droit des affaires, les publicistes, les recherches en sciences ou inspirées des sciences humaines qui cherchent, en fait, à accélérer ou augmenter l'accumulation de profits, les ventes, etc. Donc, ce sont tous des départements, des qualifications, des fonctions qui n'ont pas nécessairement des compétences non essentielles, mais qui ont une visée non essentielle, en fait, pour notre économie, notre bien-être collectif. Alors, il va falloir aussi s'intéresser au recyclage, en fait. Des compétences transférables. Exactement, des personnes. Donc, je dirais que ça, c'est un enjeu qui préoccupe aussi les personnes, les chercheurs, les chercheuses qui s'intéressent à la planification démocratique. Aussi, comme Guillaume l'a mentionné en parlant de l'organisation à l'intérieur de l'IRIS, évidemment, il y a différents types d'emplois. Certains sont plus rares et plus demandants en termes d'expertise que d'autres. Donc, on peut imaginer la médecin et le concierge, par exemple. Et là, dans le débat sur la planification démocratique, certains auteurs vont vouloir d'abord garder l'expertise et, enfin, reconnaître qu'il y a une inégalité dans les besoins de la population à l'égard de l'expertise très rare, finalement, des médecins, alors que d'autres vont tenter, par exemple, de développer des modèles où on aurait deux sortes de travail, notre travail d'experte et un travail essentiel qui demandent ou qui, selon eux, demanderaient moins d'expertise. Mais par contre, tu sais, nettoyer, désinfecter des salles de chirurgie, c'est quand même une expertise. S'assurer que la ventilation fonctionne. Donc, il y a aussi une dévalorisation, finalement, des tâches qui sont plus essentielles. Pour ma part, je pense que c'est vraiment en partageant notre expertise puis en luttant contre cette division du travail qu'on va pouvoir arriver à avoir à la fois une société plus démocratique, des milieux de travail plus démocratiques, mais aussi
une meilleure capacité de résoudre des problèmes, en fait, parce que l'envers, finalement, d'être un expert ou une experte, c'est d'avoir une vision tunnel aussi des problèmes. Et donc, en ne sachant pas ce que les autres font, parce qu'on est tellement occupé à être l'expert dans notre domaine, on peut manquer, finalement, de vision d'ensemble qui nous amènera à prendre des meilleures décisions. Donc, pour ma part, je serais en faveur d'une rotation des tâches et de mentorat aussi pour qu'on apprenne entre nous à développer d'autres compétences que notre parcours ne nous a pas permis d'apprendre, là. Sur la question de la bureaucratie, l'exemple du système de santé est vraiment intéressant parce que, bon, depuis les dernières décennies, on a construit au Québec un système de santé qui est de plus en plus lourd, de plus en plus bureaucratique, de plus en plus centralisé et en même temps qui accorde de plus en plus de place au privé. Parce que justement, souvent, des fois, on oppose bureaucratie publique à entreprise privée, alors qu'en réalité, l'entreprise privée est souvent très bureaucratique. Mais initialement, quand on a créé le système de santé québécois avec la création de l'assurance maladie, la création des CLSC dans les années 70, on avait un modèle qui était beaucoup plus démocratique. Puis, à l'IRIS, on a fait une publication qui s'appelle « 6 remèdes pour révolutionner le système de santé ». Et le premier remède qu'on met de l'avant, c'est de créer des pôles sociaux ancré dans les quartiers, donc qui serait le principal point d'accès au réseau de la santé. Donc déjà, ça permettrait de faire en sorte que ça serait moins labyrinthique que ça l'est en ce moment. Mais aussi, ce qu'on met de l'avant, c'est qu'au lieu d'avoir une direction, une gouvernance basée sur la méthode bureaucratique de la nouvelle gestion publique qui consiste à toujours se référer à des cadres supérieurs puis toujours faire de la paperasse pour remplir des tableaux de bord pour que peut-être un jour l'information se rende éventuellement au ministre qui pourra peut-être prendre une décision. Mais là, en fait, la direction serait faite collectivement par les professionnels, les travailleuses et travailleurs, les usagers et usagères et des gestionnaires à l'échelle locale. Donc, il y aurait des assemblées démocratiques. Donc là, au lieu que les gens passent, parce qu'en ce moment, il y a, dans certains cas, c'est jusqu'à 70% du temps des employés du réseau qui peut être passé en déplacement et en tâches administratives, alors que souvent, les gens voudraient passer plus de temps à donner des soins concrètement. Mais là, au lieu de remplir de la paperasse, ça serait de participer à une assemblée où tu discutes avec les gens, avec tes collègues, puis aussi avec les gens qui ont besoin des soins, donc qui peuvent justement exprimer leurs besoins. Donc, ça permet d'apprendre et d'avoir comme des services qui seraient plus ancrés puis plus adaptés aux réels besoins de la population. Mm-hmm. Oui, donc c'est ça. Il y a une organisation différente de l'économie qui amènerait une participation aussi différente des travailleurs, des travailleuses. Puis, mais l'objectif d'une planification, ou plutôt ça, c'est donc une planification démocratique de l'économie, ça suppose donc cette organisation-là différente du travail notamment, puis une gestion différente des entreprises. Mais c'est aussi une économie, c'est de viser une économie qui aurait des objectifs, une finalité qui est différente, c'est-à-dire, on l'a évoqué, répondre aux besoins essentiels, aux besoins les plus urgents, puis surtout aux besoins qui auront été décidés de manière démocratique. Donc, on pourrait là, décider de produire des biens un peu superflus. Je sais pas, là, comme les chips, par exemple, mais... c'est essentiel. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Peut-être que, voilà, si c'est décidé démocratiquement, c'est correct, on pourra en produire. Puis s'il y a assez de patates sur le territoire. OK, trêve de plaisanterie. Mais donc, des finalités différentes, et c'est là-dessus, en fait, que je voulais vous amener. Donc, il y a toute la question de la démarchandisation de certains biens essentiels. Parce que, justement, si on décide collectivement que ce qui est important, c'est de loger, par exemple, les gens, de les nourrir, de les transporter, bien, on va faire des choix, on va décider, donc, OK, bon, bien, comment on peut loger
les gens de la manière la plus abordable. Bon, on va se donner des critères. Mais bref, il y a sur ces questions-là, il y a quand même on va dire une ouverture peut-être. Dans les dernières années, par exemple, on parle beaucoup justement de démarchandisation du logement, donc de sortir certains biens essentiels de la logique du marché, notamment, par exemple, le logement. Donc, un logement qui serait hors marché ou un logement à but non lucratif, ben c'est un logement, justement, qui n'est pas une propriété privée et donc qui n'appartient pas à quelqu'un qui l'exploite pour faire du profit. Mais on pourrait, et donc cette logique-là de démarchandisation, elle pourrait s'étendre à d'autres biens, à d'autres services aussi. Bon, le plus évident, c'est évidemment actuellement l'éducation, la santé, justement. C'est des services qui ont été historiquement démarchandisés. Mais on pourrait aussi penser à, par exemple, la question des épiceries. Il y en a été question un peu dans le contexte de l'élection à la mairie de New York de Zoran Mamdani. Donc, il y a d'autres biens comme ça essentiels, puis donc entreprises qui pourraient aussi être, où on pourrait viser un autre modèle pour mieux répondre aux besoins, finalement. Oui, ben les épiceries, ça serait à explorer. Personnellement, je pense que le chantier sur lequel on pourrait se concentrer et qui serait extrêmement efficace, ça serait celui du transport. Le fait que les gens doivent dépenser environ 10 000 $ par année pour leur voiture personnelle et qu'en plus, ça ait des coûts immenses pour la société qu'on sous-estime là, parce qu'on ne les voit pas nécessairement, mais le coût de voirie, le coût du béton, des infrastructures, la réparation des routes, les nids de poules, etc., c'est immense. Puis ça, c'est sans parler des coûts pour la santé parce que ça engendre plus de sédentarité, ça engendre la pollution atmosphérique et évidemment le coût écologique qui est considérable. Donc, avoir un bon système de transport en commun, ça serait une manière d'améliorer concrètement la vie des gens. Donc, on pourrait créer une société nationale du transport interurbain qui s'assurerait d'avoir des lignes de transport efficaces de ville en ville. Puis ça serait assez facile d'une certaine manière parce que c'est ce qu'on appelle un monopole naturel. C'est que c'est le genre de produit, le transport, pour lequel ce qui est difficile, c'est de mettre en place le réseau. Ça coûte très cher de mettre en place le réseau, mais une fois qu'il est mis en place, bien, plus tu as de monde qui l'utilise, moins le coût est grand. Donc, puis en plus, ben, tu as des avantages à ce qu'il y ait un réseau parce que tout le monde sait sur quel site web aller pour se procurer le service. Donc, ça clarifie les choses, ça facilite les choses. Bien, en plus, on a déjà au Québec des entreprises qui fabriquent des autobus, des wagons de tram, des wagons de métro. On a déjà une infrastructure industrielle qui fait ça. Donc, ça profiterait directement à l'économie québécoise, alors qu'en ce moment, le modèle actuel est vraiment basé sur l'importation de pétrole et l'importation d'automobiles des États-Unis, entre autres. Donc, ça, c'est une des choses qu'on importe le plus des États-Unis, c'est des pièces d'auto et du pétrole raffiné, parce que le pétrole, on en produit au Canada, mais on l'exporte aux États-Unis, puis il nous revient raffiné ici. Donc, on pourrait justement réduire notre dépendance aux États-Unis en ayant un vrai bon système de transport en commun et de transport collectif. Oui, tout à fait. On revient un petit peu aux questions liées à l'inflation. Il y a des mesures structurantes qui peuvent être mises en place pour répondre en fait aux besoins de la population. Et effectivement, le transport en commun en fait partie, le logement hors marché aussi. Et oui, récemment, on a entendu par le biais de la campagne électorale de Zoran Mamdani d'épicerie publique. Et c'est aussi une question qui est débattue actuellement au sein du NPD parmi les candidats, les candidates qui se présentent à la chefferie. Donc, il y a Lewis qui défend aussi l'idée d'implanter et non pas un president choice, mais un people choice. Donc, des épiceries publiques canadiennes en prenant exemple sur ce qui se fait notamment au Mexique.
Et l'idée, c'est de s'insérer en tant qu'organisation publique, que l'État s'insère dans un marché oligopolistique, donc un marché qui est contrôlé par 4 ou 5 acteurs, et d'offrir en fait de meilleures solutions. On peut élargir la signification de ce que veut dire meilleur. Ça peut vouloir dire à la fois à moindre coût parce qu'on sauve, on fait donc moins de profit que les entreprises privées. Ça peut vouloir dire meilleur en mettant en lien des producteurs, productrices locaux avec des consommateurs, des consommatrices. Ça peut vouloir dire aussi meilleur dans le sens d'une réduction des pertes alimentaires qui sont liées aussi aux grandes épiceries. Ça peut vouloir dire meilleur aussi dans une éducation populaire sur la transformation. Donc, on peut fermer les yeux, imaginer qu'il y a une bannière à côté de chez vous et qu'au 2e étage, on transforme en fait les aliments invendus, qu'on les distribue, on les distribue dans les CHSLD. On peut penser que ces épiceries seraient un levier aussi pour fournir de l'alimentation dans les CPE, dans les écoles primaires. Et on met de l'avant des produits locaux, des produits saisonniers, et on vise en fait une meilleure diversification de la production alimentaire pour le Québec aussi. Donc, je pense que c'est une idée qui est extrêmement porteuse, d'autant que actuellement, il n'y a pas beaucoup de compétiteurs, en fait, dans ce marché-là, malheureusement. Et on peut même penser aussi, on voit comment, je pense que les clients, les clientes des coopératives d'Internet et de téléphonie sont assez heureux et heureuses de leur service, mais on peut penser aussi qu'à un niveau national, on peut aller chercher des marchés ou une part de marché aussi dans certains secteurs qui restent difficile, en fait, à rendre plus abordable. Ouais. Je ne sais pas, on en est où. Je voulais juste peut-être revenir sur l'idée qui est en filigrane dans la discussion que Guillaume avait à propos de la planification démocratique en donnant l'exemple du système de santé. L'idée, c'est vraiment aussi, dans la planification démocratique, de rattacher ce qui est caché par le marché. Donc, que les consommateurs, les consommatrices peuvent parler à ceux et celles qui offrent les services, qui produisent, que finalement, dans une entreprise standard, on produit puis on attend les signaux du marché pour voir si ce qu'on offre se vend, si c'est trop cher, si c'est pas assez cher. On fait finalement des essais-erreurs pour comprendre ce qui convient. Alors que finalement, des discussions où on met à la fois la communauté, les utilisatrices, les utilisateurs, les travailleurs, les travailleuses, etc., ensemble, là, on arrive à des solutions qui sont beaucoup plus viables, à mon avis, puis qui répondent directement aux besoins. Et je pense que c'est extrêmement motivant pour des personnes qui veulent travailler à des politiques environnementales, qui veulent travailler à développer des médicaments, qui veulent enseigner, qui veulent construire des autobus, d'imaginer d'être écoutés, en fait, d'être écoutés dans leur expertise puis dans de la reconnaissance de leur expérience, en fait. Voilà. Oui, ben ça touche à la question du travail, hein, qui pose problème pour beaucoup de gens. Puis on parle souvent justement du fait qu'il y a une démission, que les gens veulent plus travailler ou en tout cas que les jeunes n'ont plus la même valeur, accordent plus la même valeur au travail, alors qu'en fait, c'est que l'économie capitaliste, c'est une économie justement qui demande un grand investissement subjectif aux travailleurs et aux travailleuses, qui leur demande de s'investir, c'est ça, corps et âme dans leur entreprise, mais l'entreprise ne rend pas, en fait, ne rend pas en termes de reconnaissance, en termes d'autonomie professionnelle, puis on pourrait étendre la réflexion à
constat-là aux entreprises publiques, aux organisations, en fait, publiques. Bon, on a parlé du système de santé. Il y a beaucoup, donc, de sentiments, justement, d'aliénation à cause de ça. Alors que si on était dans un modèle plus démocratique, ben il y aurait justement cette capacité-là d'avoir vraiment une emprise sur l'objet du travail. Et donc, un sentiment plus grand d'accomplissement, puis d'utilité aussi, d'utilité sociale. Donc, c'est un modèle qui est intéressant pour ça. Puis pour, peut-être plus largement, pour les citoyens et les citoyennes aussi, parce que il y a aussi un grand sentiment de dépossession, puis notamment, en termes politiques, mais aussi en termes économiques. S'il y a quelque chose sur lequel on n'a pas d'emprise comme petits citoyens, citoyennes, c'est bien sûr, justement, les grandes décisions économiques qui se prennent et qui, pourtant, ont un impact immense sur nos vies. Donc, il me semble qu'il y a aussi là quelque chose d'intéressant, un projet, en fait, politique intéressant de dire l'économie, finalement, ça concerne tout le monde. Puis si on se la réapproprie collectivement, bien, on va pouvoir la mettre finalement au service de fins beaucoup plus utiles. Puis donc, bref, c'est un projet intéressant, la planification démocratique de l'économie. Les gens, souvent, sont très conscients des limites de ce qu'ils font, des limites écologiques de ce qu'ils font, de comment ça peut nuire à leur santé ou à la santé de l'environnement, mais ils ont l'impression de ne pas avoir de pouvoir. Donc, en démocratisant les lieux de travail, ça leur donne l'occasion de se prononcer pour vraiment améliorer les choses. On arrive déjà à la fin de l'épisode, mais puisqu'on devait donc se tourner vers l'avenir, puis sur à la fois, sur quoi l'IRIS devrait travailler pour justement servir un peu ce programme-là de planification démocratique puis d'une économie post-capitaliste. Peut-être qu'en terminant, je vous demanderais si vous pouviez travailler là, sur un sujet, justement, quelque chose que vous aimeriez vraiment, un sujet de recherche qui vous passionnerait ou en tout cas sur lequel peut-être même vous avez prévu travailler prochainement. Ce serait quoi? C'est une grande question. La question du transport, c'en est une, mais sinon, peut-être une autre idée, je ne sais pas si en fait, c'est une idée exploratoire, là, mais je trouve que avoir une espèce de grand plan national de restauration des milieux naturels, ça serait intéressant. Décontaminer les sols, faire en sorte que dépolluer, restaurer les milieux écologiques qui ont été dégradés par l'industrie. Donc, voir combien ça coûterait faire ce genre de projet-là avec une réelle ampleur qui permettrait ensuite de créer une expertise québécoise qui pourrait ensuite servir à restaurer d'autres milieux écologiques ailleurs dans le monde, potentiellement. Et ça, c'est quelque chose qui serait intéressant, je pense. Ça va être nécessaire parce que là, on a un lourd, une lourde empreinte écologique et donc beaucoup de territoires à réhabiliter. Là. Oui, exact. De la dette environnementale qu'on porte est très lourde, malgré les discours sur... comme quoi le Québec ferait mieux, finalement, que le reste du Canada, historiquement, à cause de l'hydroélectricité. Je dirais que, en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir des politiques comme celle des épiceries publiques, par exemple, puis de les ramener à des questions de planification démocratique et de réaliser, en fait, qu'il y a un immense travail de recherche qui demande à être fait sur, par exemple, comment planifier notre système agroalimentaire au Québec. Le simple fait de se demander à quel niveau est notre souveraineté alimentaire provincialement parlant, ça demande en fait des recherches finalement pour... et donc, ce sont des connaissances qui existent, mais qui sont disséminées en fait à travers différentes organisations qui portent différentes missions. Puis je pense que le travail qui doit être fait, c'est de débroussailler tout ça, puis voir pour chaque secteur de l'économie québécoise, que ce soit un secteur mixte, un secteur privé ou public, un secteur régional ou plutôt national, quels sont les leviers qui peuvent être investis par les communautés
pour se réapproprier, en fait, l'économie, pour qu'on sente que, parce que l'économie, elle est diversifiée, en fait, tu sais, c'est pas simplement l'offre et la demande, c'est pas juste le taux directeur, et malheureusement, on a invisibilisé, en fait, les alternatives économiques qui existent, et donc, peut-être qu'il y a un travail là de recherche vers une revalorisation, en fait, d'organisations alternatives qui s'inscrivent dans d'autres cadres que la recherche de profit. Une valorisation aussi des compétences puis de l'expertise des travailleurs, des travailleuses. Peut-être chercher à mettre en valeur ou à recenser, en fait, des expériences significatives qui peuvent être porteuses puis qui peuvent être inspirantes, en fait, dans d'autres milieux ou pour d'autres organisations. Et effectivement, on a tout un travail de réalignement là, de nos propres occupations parce que la crise écologique, la montée des inégalités va créer nécessairement des nouveaux besoins, des nouvelles nécessités. Et donc, on va être appelé, je pense, à mettre la main à la pâte beaucoup plus qu'on le fait en ce moment. Alors, c'est sur ces projets de recherche plus que pertinents que se termine notre épisode. Donc, merci Audrey, merci Guillaume d'avoir participé. Et ça met aussi une fin à cette série, à notre balado « Comprendre l'économie et la transformer ». Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé ce projet. Pour suivre, si vous voulez suivre les travaux de l'IRIS, vous allez, vous pouvez vous rendre sur nos réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre. Donc, c'est une bonne manière de suivre tout ce qu'on fait, nos parutions dans les médias, nos apparitions dans les médias, notre point de vue sur l'actualité. D'ici à la prochaine fois, je vous dis à bientôt. Comprendre l'économie et la transformer est un podcast produit et réalisé par l'IRIS au Studio SF dans le cadre de son 25e anniversaire. L'IRIS ne serait rien sans ses membres, organisations, partenaires et donateurs. Pour nous soutenir, visitez notre site internet au iris-recherche.qc.ca.